Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours. Ici sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc voilà. Ensuite, tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc, on va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG. Bonjour la communauté DMG. Je vous suis depuis une année. J'apprécie le concept. Vraiment que Dieu vous bénisse DMG. Parce que les histoires que nous écoutons, ça nous édifie, ça nous met la puce à l'oreille, ça nous avertit en quelque sorte, quoi, de tout ce qui se passe sur cette terre. Vraiment, que Dieu vous bénisse, vraiment. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une petite histoire, juste une courte histoire de l'oncle de mon demi-frère. Il vivait dans un village de mon pays. Un jour, il partait comme tout villageois, tout paysan, il partait au champ avec sa petite machette en main. Il arrive en cours de route, sur les petits sentiers là, qui mènent dans la brousse là. Il rencontre une jeune fille. Cette jeune fille, ils se sont dit bonjour. Je ne sais pas s'ils se connaissaient ou pas, parce que ça, ils ne nous avaient pas précisé. Ils se sont dit bonjour. Donc, la fille est partie. Ils étaient au sens opposé. Lui, il rentrait, il partait vers la forêt et la fille revenait. C'est comme si elle revenait vers la forêt pour sortir. Donc, elle partait vers le village. Donc, dès qu'ils se sont dit bonjour, il a continué son chemin. Il marche. À un moment donné, il sent un grand bruit derrière lui. Il se retourne, il voit un grand oiseau qui se déploie vers lui, un très grand oiseau qui se déploie vers lui, genre pour venir l'attaquer. Et il se retourne, il voit, mais qu'est-ce qui se passe? Comme il avait la machette en main, il tape la machette sur l'oiseau. Et subitement, l'oiseau tombe. Quand ce grand oiseau tombe, même pas 2 minutes, cet oiseau s'est transformé en la jeune fille. Donc, ça dit qu'en être humain. Elle regarde comme ça, c'est la jeune fille à qui elle a dit bonjour. Ça faisait même pas 10 minutes. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis à crier, à hurler. Il a couru, il est allé dans le village. Je ne sais pas ce qui se passe. Il commence à raconter, il a raconté, mais qu'est-ce qui se passe? Venez voir. C'était un oiseau. Il a voulu m'attaquer. Quand je me suis défendu, il est tombé, il est mort. Ça s'est transformé à cette petite-là. Je ne sais pas, tout ça. Tout le village était en ébullition, les gens sont venus, tout ça. Je ne sais pas, les parents de cette jeune fille-là, c'était peut-être je pense qu'ils étaient dans le village voisin. Ils ont entendu cette histoire, ils sont venus voir. Ils arrivent, c'était leur fille. Ils ont dit, c'est pas possible. Non, toi tu mens. C'est pas vrai. Peut-être que c'est toi qui l'as emmenée dans la forêt pour la violer, la tuer. Non. Et tout. Ils ont embarqué ce monsieur, l'oncle de mon frère, là. Ils l'ont embarqué, ils l'ont emmené, tout ça. Mais celui qui connaissait la vraie version n'était que lui. Personne n'était avec lui. Il a beau expliquer, il a pleuré, il s'est alarmé. Personne ne le comprenait. Ils l'ont mené au fin fond de la forêt, je ne sais pas dans quelle forêt. Ils l'ont bastonné, ils l'ont donné les coups de machette, ils l'ont bastonné, ils l'ont battu à mort.
Ils ont dit, on ne va pas t'enterrer. Ils ont jeté le corps, ils sont repartis. Ils ont dit, allez fouiller, je ne sais où, allez chercher votre fils. Comme il a tué notre fils, comme il a tué notre fille, excusez-moi, nous aussi on l'a tué. Et tout ça. Mais comme les parents étaient dans l'incapacité déjà de réagir, parce qu'ils n'avaient pas la vraie version. La personne qui avait la vraie version, c'était ce garçon. Mais cette histoire-là fait vraiment la une dans les petits villages qui à proximité. Alors, les parents se sont dit, bon, comme ils l'ont tué, on ne sait pas, nous sommes obligés d'aller chercher là où ils l'ont jeté, le corps. Comme ça, on va l'enterrer dignement. Ils sont partis. Ce jour-là, il pleuvait. Il avait beaucoup plu. Donc, il avait plu, je ne sais pas, depuis la nuit jusque toute la journée, il pleuvait. Ils sont partis fouiller dans la forêt, fouiller dans la grande forêt, fouiller dans les broussailles, fouiller. Après, il y a quelqu'un qui a entendu des gémissements. Je dis, mais j'ai entendu un petit gémissement là. J'entends des gémissements au loin. Ah ouais. Ils ont prêté l'oreille. Oui, il y a des gémissements. Ils se sont avancés, tout, ils ont fouillé, jusqu'à ce qu'ils ont retrouvé le monsieur affaibli, tout pâle. Il a beaucoup saigné, il n'avait presque plus de sang et tout ça. Mais il avait ouvert les yeux. Quand ils ont vu qu'il a ouvert les yeux, Dieu était avec lui. Ils l'ont pris. Ils se sont dit, bon, on peut plus le ramener au village. On cherche des voies et moyens pour l'emmener à Brazzaville. Ils l'ont emmené. Ils se sont frayé des chemins et tout, et jusqu'à ce qu'ils ont atteint l'autre là, la grande route, tout ça là, pour l'emmener jusqu'à Brazzaville. Arrivé à Brazzaville, cette nuit-là, ils sont partis directement à l'hôpital. Il a été hospitalisé, Dieu merci. Il a retrouvé la vie, tout ça. Ils l'ont soigné, traité, et tout ça. Les plaies, c'était pas possible. Pas possible. Franchement, Dieu est grand. On l'a traité, tout. Jusqu'à aujourd'hui. C'est après que l'histoire... Ses parents sont partis voir les marabouts et tout. C'est là où ils ont découvert la vérité, que la petite était sorcière et tout. Ils voulaient le tuer et tout ça. Donc, aujourd'hui, il est en ville, il n'est plus reparti au village. C'est une histoire qui date déjà de... Ça peut faire 30 ans aujourd'hui, ou 25 ans. 30 ans ou 25 ans aujourd'hui. Donc, comme... Je ne sais pas avec les parents comment est-ce qu'ils se sont arrangés. Je ne sais pas, comme au village aussi, la justice, bon. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Mais il est à Brazzaville jusqu'à aujourd'hui avec des cicatrices. Si tu le croises en route, tu vas dire que ça c'est un voleur ou quoi? Comment est-ce qu'il a été mutilé comme ça? Donc la morale de l'histoire est que le monde où nous vivons, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention et prier toujours avant de sortir. Priez toujours. Priez toujours. Parce que celui qui est devant toi, tu ne sais pas qui il est. Celui qui reste avec toi, tu ne sais pas qui il est. Vraiment, c'était ça mon histoire. Vraiment, partagez, likez, commentez. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Alors, DMG TV, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toute la communauté. Bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. DMG, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et je vais vous prier de bien vouloir liker, commenter et partager massivement. Bien, je vous appelle du Togo. Je vais vous faire part d'une petite histoire qui s'était déroulée quelques années en arrière, au moins une vingtaine d'années déjà. Bien,
il va s'agir ici d'une jeune fille qu'on va nommer Alexandra. Alexandra a été élevée par sa maman. Bon, pour le père, on ne sait pas, mais elle a été élevée par sa maman. Donc, elle ne s'est arrêtée qu'au secondaire 1. L'école, c'était pas vraiment son truc, donc c'était un peu le dehors, comme vous pouvez le savoir. Donc, elle avait les atouts, donc elle allait ici et là, ici et là. Ben, un jour, elle décide de se poser. Elle a assez voltigé autour des fleurs, donc elle décide de choisir une fleur avec laquelle elle va se poser. Elle choisit un bon gars, c'est-à-dire une bonne partie, quoi. Et elle s'installe, un bon mariage, la dot et tout. Et donc, le couple s'installe. Mais une ou deux ans après, bon, Alessandra n'arrive pas à attraper la moindre grossesse. Alors que quand elle était encore jeune fille, n'étant pas encore mariée, il y avait des choses qui se passaient, mais bon, elle ne comprend pas pourquoi cette fois-ci, quand elle est maintenant mariée, et elle cherche un enfant, elle ne trouve pas. Donc, sa maman lui dit, bien, ma fille, viens, c'est moi qui t'ai mise au monde, viens, je vais donc t'amener sur les routes quelque part, on va marcher un peu, voir ce que ça va donner. C'est comme ça que dans leur démarche et marche, elle tombe sur un redoutable marabout. Donc il leur dit, oh, c'est une simple affaire. Oh, ma fille, je vais te donner beaucoup d'enfants, je vais te donner des enfants, tu vas faire des enfants, mais à condition que le tout premier enfant que tu vas avoir, tu vas l'amener ici. Et on va lui faire... il sera consacré. Bon, la maman d'Alessandra, prudente, elle cherche maintenant à savoir le pourquoi de comment. On lui explique, le marabout lui explique. Voilà, c'est votre enfant, on va pas l'embrigader ici, on va pas le garder, non, on va juste lui faire certains rites d'initiation et tout. Et puis voilà, il va être avec vous. Si c'est un garçon ou que ce soit un garçon ou une fille. Ok, on fait les listes, on achète les trucs et puis on fait les lavages, tout ce qui va avec. Et puis voilà, Alessandre revient dans son foyer. 1 an, 2 ans, pas la moindre grossesse. Bon, déjà, Alessandra en avait marre du mariage, de la belle famille qui bavarde et l'entourage qui l'embête avec quand elle envoie un enfant, on lui dit, oh, il faut faire ton enfant à toi. Et puis tout ça là, tout ce qui va avec, elle en avait marre. Et un matin, elle se dit, basta. Donc, elle quitte le foyer. Elle vient chez sa maman, elle prend une année sabbatique, juste 1 an de repos. Elle trouve encore un bon gars avec lequel ça commence, ça marche. Et puis, voilà, juste quelques mois de marche, Alessandra tombe enceinte comme ça. Mais c'est la joie. Donc, la maman qui ne voudrait pas qu'on dise que sa fille a attrapé une grossesse hors mariage et tout, elle précipite les choses. Le gars, bon, il était aussi content, donc on organise quelque chose. Ça ne va plus être cette fois-ci grandiose parce qu'il y a le mauvais œil dont on a peur. Donc, on fait un petit truc et puis Alessandra va au foyer avec son nouveau gars. Bien. Quelques mois après le mariage et tout, Alessandra donne naissance à un beau garçon, un joli garçon, gros comme ça. Donc, 1 mois passe, 2 mois, la maman était avec eux pour faire l'eau chaude, vous savez, les familles africaines. Donc, elle était avec le couple pour faire l'eau chaude à sa fille et au bébé. La maman, après 2 mois, la maman constate quelque chose. Alessandra était un peu excitée, c'est-à-dire surexcitée, on peut le dire ainsi. Quand quelque chose tombe, elle sursaute. Quand quelqu'un parle dehors, elle sursaute. Bon, la maman ne comprend pas. Et son mari aussi avait remarqué la même chose. Donc,
Un jour, le mari était allé à un deuil. Bon, c'était dans la journée. Il revient du deuil. Le bébé était déjà lavé. On l'a déposé dans le berceau. Alessandra était dans la douche en train de se laver. Un coup, Alessandra sort de la douche avec la mousse, l'eau, tout ça là. Elle court, elle vient, elle attrape son bébé, elle le serre. Oh, oh, elle ne peut pas. Ils veulent le prendre. Ils veulent prendre mon enfant. Ils veulent prendre mon bébé. Ah, mais qui veut prendre ton bébé? On ne voit personne, mais elle voit. Elle voit quelqu'un quand même, ou bien des personnes. Elle est seule à les voir, en tout cas. Donc, on essaie de la calmer. Le mari ne comprend rien, désemparé, la maman. Bon, on la calme, on prend le bébé, on le passe dans le berceau, elle retourne à la douche pour se... Et le jeune homme dit, maman, c'est vrai que j'ai remarqué certaines choses. Il faut venir, on va prendre, on va sortir un peu pour en discuter. Donc, c'est à quelques mètres de la maison, le jeune homme et sa belle-mère étaient en train de causer. On entend un cri effroyable. C'est Alessandra qui crie comme ça. Et tout le monde se précipite. Elle était toute nue. Il y avait un puits dans la maison. Il y avait un petit puits, pas trop profond, dans la maison. Elle crie, elle pleure, elle tourne autour du puits. Et ils l'ont pris, ils ont pris mon enfant, ils ont pris mon bébé, et tout autour du puits. Et quand les gens essaient de regarder dans le puits, on entend les pleurs d'un bébé dans le puits. C'est comme ça que le monsieur court dans le berceau. Il ne trouve pas le bébé. Donc Alessandra a jeté son bébé dans le puits. Bon, c'est ce que le constat a donné finalement. Et on entend les pleurs du bébé. Les gens se sont précipités dans le puits. On fouille, on entend les pleurs, mais on ne trouve pas le bébé dans le puits. Mais c'est dans le puits que ça pleurait. On fouille, on fait tout. C'est quand la gendarmerie, heureusement qui était juste à côté, quand ils sont venus avec les sapeurs-pompiers et autres, que finalement, il paraît que la tenue des corps là, de certains corps, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers, les médecins, bon, ça a un certain pouvoir en quelque sorte. Donc c'est quand ils sont arrivés, ils ont commencé qu'on voit le corps du bébé qui vient sur l'eau. Un puits qui n'était même pas profond. Voyez? Donc le corps du bébé remonte sur l'eau, déjà mort, le bébé était déjà mort. Donc on enlève le bébé. On embarque. Le constat a montré que c'est Alessandra elle-même qui avait jeté son bébé dans le puits. Donc on l'emporte. C'est homicide, hein? Donc on l'emporte, on la met en prison. Donc c'est comme ça. C'est après qu'elle s'est retrouvée. Elle dit que non, ce n'est pas elle, que ce sont les gens. Ce sont les gens là. C'est là-bas que le mari se demande. Les gens se posent la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'est toi qui connais ta fille. Il y a eu quelque chose ou comment? Bon, c'est là-bas que la maman se rappelle que ils étaient allés chercher l'enfant quelque part. On leur avait dit que dès la naissance d'un enfant, on devait l'amener là-bas. Donc, comme c'était dans un autre foyer qu'elle avait cherché l'enfant, et elle n'a pas trouvé ça là-bas, et c'est avec une autre personne qu'elle a eu ça, elle s'est dit que bon, ce n'est pas avec celui-là que j'avais demandé l'enfant, donc c'est pas la peine que je demande, c'est pas la peine que je retourne, c'est pas les gens là qui m'ont donné l'enfant finalement. Donc vous voyez. Donc, des années en arrière, elle avait demandé, ça faisait 3 ou 4 ans, elle avait demandé un enfant dans un foyer, elle n'a pas eu là-bas. Maintenant, elle est allée avoir ça ailleurs. Et les génies là l'ont poursuivi comme ça, puisque c'est là-bas qu'elle est allée demander un enfant. Donc, c'est ça. Et en tant qu'Africain, bon, vous allez faire votre conclusion à vous, hein. Vous allez faire votre conclusion à vous. Allez, bonsoir chez vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Avant de commencer mon histoire, je demande toutes mes excuses
Je suis un peu enrhumée et je sens aussi la fraîcheur dans toutes mes excuses. Mon histoire, c'est quelque chose qui me paraît tellement bizarre et c'est vraiment mystique, si je pourrais bien le dire. Pour commencer, j'étais en classe de cinquième. Non, cinquième ou quatrième. J'étais en classe de quatrième et euh, c'était pendant le week-end, un samedi. Je me suis endormie dans l'après-midi. Je me suis couchée au salon. Ma maman faisait la lessive au dehors. Le jour-là, j'étais tellement fatiguée. Et mes frères et sœurs n'étaient pas à la maison. Eux, ils étaient sortis. Donc, dans mon sommeil, j'ai fait un rêve. Je me suis trouvée dans une grotte, je vais dire. Je ne sais pas si c'est grotte, on dit. Dans un endroit, c'est comme si c'est sous montagne, sous montagne. Il y avait de l'obscurité, c'était vaste. C'était comme un couloir, mais vaste. Et c'était profond, je vais dire. Et il y avait de l'obscurité à l'intérieur. J'étais comme une malade, quelqu'un qui est malade assise. Je ne réagissais pas, j'étais assise. Et j'ai vu un monsieur, je vais dire un monsieur très élancé, très mince, tout nu, qui voulait il est loin et il venait s'approcher de moi, il venait et je le regardais, j'étais toute frayante dans le rêve. Et comme la personne s'approchait de moi, euh, j'ai vu un monsieur habillé en blanc. La personne a crié dans notre langue. Je suis béninoise, on parle bien le fond. La personne a dit en fond, toi, retourne-toi là où tu as quitté. Et la personne, lorsque l'homme qui est habillé en blanc a dit cela à la personne qui est nue, il s'est retourné en criant. Comme je vais donner un exemple, quand on tape un enfant et l'enfant court pour aller loin, là, la voix ne fait que, genre, la voix le suivait et la voix partait, jusqu'on n'entend plus la voix, quelque chose du genre. Et la personne est partie comme ça. Et je voudrais me réveiller. Je me suis réveillée et je trouve mon corps par terre. Et moi-même qui me retrouve, je me trouve debout. Je ne retrouve plus mon corps, mais je me sens que je suis debout. Je n'arrive plus à me toucher, mais je me trouve couchée par terre. Et je trouve mon corps par terre. J'ai eu peur. J'ai regardé ma maman. Elle était en train de faire la lessive. Comme cela se passait avant que je ne dors. Elle était en train de faire la lessive là. Et j'ai crié, maman, maman. Ma maman n'entendait pas. J'étais tout effrayée. J'étais en train de faire des choses comme quand on regarde film et on file pour que ça file. On met de vitesse et ça file quoi. Je faisais des choses vite, vite, vite. Et je filais. Si je pars à gauche, je pars à droite, je ne sais plus quoi faire. Et je me suis dit, est-ce que je suis déjà morte? C'est comme ça qu'on meurt. J'ai commencé par pleurer. Et si je voudrais bouger, je suis devenue comme même le sachet là. Ça pèse plus que ce que je sentais. Je n'ai même plus un petit pourcentage de poids. J'étais tellement léger
Et j'avais senti que quand je voudrais me déplacer, c'est comme si c'est quelque chose qui me guide. Et je voudrais sortir pour aller chez ma maman. J'étais venue à l'entrée de la chambre. La chose m'était en train de me guider, comme c'est le vent qui veut qui veut me prendre. Et quelque chose m'a dit, si tu sors de la chambre, tu ne peux plus te retourner dans ton corps. Lorsque la chose m'a dit ça, je me suis retournée et j'étais en train de pleurer. Je suis chrétienne, mais la bouche que je vais trouver, l'idée que je vais trouver pour prier même, je ne sais même plus si je suis chrétienne dans ce qui se passait. Et je pleurais, ma maman était rentrée dans la chambre, elle m'a dépassée. J'ai dit, maman, maman, je te parle. Mais tu ne m'écoutes pas, maman, maman. Et elle est ressortie. Elle a commencé par ranger les bassines avec. Elle faisait la lessive. Je me suis dit, oh, je suis morte comme ça. Et je me suis recouchée. Quelque chose m'a dit, va te recoucher dans ton corps comme ton corps est. La position sur laquelle ton corps est, il faut coucher textuellement comme ça. Et je me cherchais parce que j'étais tellement léger et la chose me guidait. Je ne sais même pas ce qui me guidait. Et si je veux aller dans la direction que je veux, c'est par force que je le faisais. J'ai fait doucement, doucement. Et je me suis couchée dans mon corps. Ça n'a même pas fait une seconde. J'ai ouvert les yeux et je me suis réveillée. J'ai commencé par transpirer. Et j'ai crié maman. Et effectivement, ma maman a dit à finir la lessive comme ce que j'avais trouvé dans... Je ne sais pas si c'est rêve ça. Hein. Ce que j'avais trouvé dans le rêve là. Textuellement, ma maman a déjà fini. Elle a déjà tout arrangé, les bassines. J'ai crié maman. Ma maman, elle a dit mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai raconté ce qui s'est passé. Ma maman a dit c'est comme ça que toi tu veux mourir. Et après, on va dire l'enfant, elle s'est endormie et elle n'est plus réveillée. C'est fini comme ça. Donc, cela s'est passé en 2015, si je me rappelle bien. Maintenant, ça fait maintenant 2 mois. Et quelque chose du genre m'est encore arrivé. J'étais couchée dans l'après-midi. Pour cette fois-ci, je suis dans un pays Maghreb, je vais dire. Et ici, pour ne pas trop donner de détails. Bon, bref, je suis avec une dame dans la maison avec ses enfants. Donc, je me suis endormie dans l'après-midi et j'ai fait un rêve et j'étais en train de marcher. Et là où je marchais, la ville dans laquelle je promenais, j'ai senti que quand les personnes me regardent, ils me regardent très bizarrement. C'est comme si, mais celle-là d'où elle vient, c'est comme si je ne suis pas quelqu'un de bien qui pouvait être parmi eux. Et quand ils me voient, ils me fixent les yeux sur moi et ils ne font que me regarder. Et j'ai eu peur, je me suis dit, ou bien je suis parmi les morts ici. Je me suis dit cela dans le rêve. Je marchais, je ne savais même pas là où je voudrais partir. Et j'ai fait beaucoup de distance, j'ai parcouru beaucoup de distance avant d'arriver à quelque part. J'ai vu un jeune homme. Lorsque le jeune homme m'a vu, il m'a dit, hey, je t'attendais depuis, c'est maintenant que tu es arrivé. J'ai dit, oh, je ne te connais pas. Et c'était un beau gars, était noir, ciré. Bon. Et il y a les petits garçons qui est près de ce gars-là. Il disait, oui, il t'attendait depuis.
petite soeur, maintenant c'est ici que tu devais t'arrêter. J'ai dit non, je sais pas ici, je voudrais partir. Et je regardais encore en avance pour pouvoir quitter chez lui, pour continuer mon chemin. J'ai vu qu'il n'y a plus de voie. Je voudrais me retourner, il est en train de me taquiner. Non, c'est ici, regarde, c'est ici ma maison. J'ai fait un coup d'œil dans la maison. Il faisait nuit. Alors que lorsque je promenais, il faisait un peu jour, mais lorsque je suis venue vers le gars là, il me taquinait que c'est chez lui, je devais venir. J'ai regardé j'ai jeté un coup d'œil dans la maison, j'ai vu une dame qui est en train de préparer. Et je voyais le feu en bois qu'on prépare avec là. La dame est en train de préparer avec et il y a beaucoup de chambres dans la maison. La maison est un peu dans l'obscurité. Lorsque j'ai vu la maison, j'ai dit, c'est quoi ça? Moi, je ne peux même pas habiter ici. J'ai dit cela dans mon cœur. Et le gars me dit, viens rentrer chez moi. J'ai dit, non, je ne peux pas rentrer chez toi parce que c'est pas ici que je devrais y aller. Et le gars me taquinait. Maintenant, lorsque le gars me taquinait, je me suis... Genre, c'est comme si le rêve là s'est passé. Je voudrais me réveiller. Je n'arrive plus à me réveiller ici. J'ai ouvert les yeux. J'ai vu mon rideau qui a le couleur orange. Je voudrais me lever pour aller ouvrir le rideau. C'est comme si quelque chose me tire par derrière. Et lorsque la chose m'a tiré par derrière, j'ai crié maman pour que la maman chez qui je suis pourrait venir me réveiller, me secourir. La maman n'a pas entendu. La chose m'a retiré. Je me suis rentrée en moi et le rêve a encore continué. Je me suis revue avec le gars. Le gars qui me taquinait. Tu dois rentrer chez moi. Tu dois rentrer dans ma maison. On est en train de préparer même. J'ai dit non. Et lorsque le gars est en train de me taquiner, la maman m'a appelé. Je donne un exemple comme Aura. Aura, la dame a dit ça une fois même. Et lorsque j'étais dans le rêve là, c'est comme si c'est un mur. Je suis derrière le mur et on m'a appelé, j'attendais directement. Et lorsque j'ai entendu la voix de la dame, j'ai commencé par sourire dans le rêve. J'ai dit Dieu merci, on m'a appelé même déjà. Et le gars me dit tu vas où? Tu vas où? Et je me suis réveillée ici, j'ai ouvert les yeux. Je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Si la dame ne m'avait pas appelé et je rentrais dans cette maison, donc je vais mourir comme ça. J'ai appelé ma maman, je lui ai fait vocal, je lui ai expliqué ça. Ma maman m'a dit, mais toi là, pourquoi ce genre de choses t'arrivent? Faut beaucoup prier, c'est pas bon. Si tu avais rentré dans cette maison et il t'a donné du manger et tu manges, tu ne pourras plus jamais te réveiller, tu vas mourir comme ça. Et je voudrais demander à la communauté de DMG TV, est-ce qu'il y a des gens qui font ce genre de rêve? C'est comme si on est déjà mort, on est parmi les morts comme ça. C'est ce que je voudrais que on m'explique un peu si c'est à moi seul, c'est avec moi seul, cela se passe. Et on m'appelle et j'entends dans le rêve. J'entends qu'on m'appelle dans le rêve. Vraiment. Et parfois, si je veux dormir sans prier, même si je suis fatiguée, je ne me sens plus à l'aise, je me force de dormir. Et parfois, je me demande, donc un jour, c'est comme ça que je pourrais mourir ou bien quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui m'arrive là, je ne sais même pas comment l'expliquer. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonsoir DMG. Bonsoir toute la famille DMG. Et déjà, merci pour ce que tu fais. Je t'écoute tous les jours au bureau, chez moi.
je suis fan, quoi. Bon, c'est la première fois. J'ai beaucoup d'histoires. Je vais te raconter mon histoire, ma propre histoire. Bref, je suis camerounaise. Je vais pas en dire plus sur moi. J'espère qu'après mon histoire, les gens pourront tirer des leçons. Mais les gens pourront aussi se retrouver dans l'histoire. Bref, c'est l'histoire de ma sœur consanguine, ma grande sœur consanguine. Donc, mon père... Pardon. Mon père, bien avant, avait épousé une femme. Avant d'épouser ma mère, il a été marié à une dame, à une femme, à une très belle dame, parce que mon père avait un faible, parce qu'il est décédé, paix à son âme. Mon père avait un faible pour les femmes brunes, métisses. Soit tu étais très très brune ou métisse. Donc c'était comme ça. Donc sa première femme, elle était vraiment top, très belle. Donc ils ont vécu ensemble. Moi, je n'étais pas encore née, puisqu'ils n'avaient pas encore connu ma maman. Donc ils ont vécu ensemble et la dame lui a donné un enfant, une fille. Cette dame pratiquait beaucoup sur mon père. C'est-à-dire, quand ils se sont séparés, ils se séparent. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire, elle n'avait rien d'une épouse. Elle était tout le temps dehors. Elle faisait la fête et tout. Mon père était un fonctionnaire. Donc, le niveau de vie, il ne pouvait pas la contenir, quoi. Donc, quand ils se sont séparés, il s'est rendu compte que quand il rangeait ses effets pour qu'elle sorte de sa maison, il y avait les crânes, les têtes les crânes sous le lit, les fétiches, quoi, sous le lit. C'est là où il se rend compte qu'en fait, il vivait avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas, en fait. Donc, du coup, ils se sont séparés dans les problèmes parce qu'en fait, il s'est rendu compte que tout ce qu'il a trouvé sous le lit, les marmites avaient des trucs bizarres, quoi. Donc, son lit, là où il dormait sous les fétiches, quoi. Donc, il se rend donc compte et puis ils se séparent. Elle va avec l'enfant pour un début. Après, par la suite, là, mon père avait déjà presque... Pardon. Mon père avait déjà presque la quarantaine. Il se retrouve avec un seul enfant. Lui, qui voulait beaucoup d'enfants. Il se retrouve avec un seul enfant. Alors, rapidement, il cherche une autre femme qui sera ma mère, ma maman. Donc, c'est comme ça qu'il épouse ma maman très, très jeune. Ma maman avait à peine 17 ans. Lui, il était déjà dans la quarantaine. Parce qu'en fait, pour lui, l'objectif, c'était quoi? C'était de trouver une femme qui peut lui donner beaucoup d'enfants. Il ne pouvait pas prendre une femme qui avait aussi son âge, quoi. Pour lui, il fallait qu'il trouve une jeune fille qui peut lui donner 7, 8, 9 enfants et tout, comme il a toujours voulu. Donc, c'est comme ça qu'il épouse ma maman. Alors, ma maman lui donne ma maman lui fait combien? 5 enfants, 4 filles et un garçon. C'est comme ça, je suis la troisième. Bon, bref, pour aller plus vite, pour être un peu plus brève, je vais tomber dans le vif de l'histoire, quoi. Bien après, on grandit, il y a beaucoup... c'est-à-dire, mon père il récupère sa
Sa fille qu'il a eu bien avant le mariage avec ma mère. Il récupère, il y a eu beaucoup d'histoires, les problèmes avec la première femme et tout. Enfin, avec ma maman et tout. Et la fille, ma soeur consanguine, écrit beaucoup d'histoires entre ma maman et mon papa. Donc ça n'a pas été facile. Il se fâchait tout le temps. Elle créait des histoires. Je vais revenir aussi là-dessus un jour, une autre fois. Donc, elle grandit et sa maman lui met dans la tête que ma mère, en fait, c'est sa rivale, quoi. Donc, ça n'a pas été facile. L'enfance avec elle, ça n'a pas été facile. C'est-à-dire, il y a eu un jour, ma mère est allée au travail, mon père était au travail. Nous étions avec la nounou à la maison. Elle a ouvert la bouteille de gaz. Elle a ouvert tous les feux. Heureusement que la maison n'a pas pris feu. Ma maman arrivait à temps. Donc, elle nous a menés à tous la vie dure. Donc, plus tard, nous tous ont grandi. Je vais à l'université. Mes parents restent avec mes sœurs et tout. Alors, une fois, je reviens parce que je tiens à préciser que sa maman était métisse. Mais elle est sortie noire comme mon père. Très, très noire, mais un beau noir, quoi. Elle est sortie noire. Et je me dis que ça la frustrait parce qu'après, elle s'est décapée. Elle est devenue toute blanche comme sa maman. Elle s'est décapée. Mais moi, ma maman, elle est carteron. Je suis sortie très claire. Donc, elle enviait ma peau. À un moment, quand on a grandi, elle avait ce complexe. Donc, une fois, je quitte l'université. Enfin, je fais un break. Je vais à la maison de mes parents. Je vais rester un peu avec eux. Elle arrive. Elle se met un jour, un matin, elle dit toi, tu es brune. Donc, elle fait comme si elle délire, quoi. Elle me demande, toi, tu es brune et tout. Depuis quand tu as un teint clair? Mais je la regarde, ma mère la regarde, mais attends. Parce qu'elle sortait du Nigeria. Je ne sais pas ce qu'elle faisait là-bas. Elle n'a jamais voulu continuer l'école. Elle n'a voulu rien faire, quoi. On lui a tout proposé là-bas. Elle demande, mais depuis quand toi tu es brune? Ma mère demande, ma mère et mon se regardent qui? Mais attends, entre toi et moi, je lui demande, entre toi et moi, qui était brune? Qui était teint clair? Après ça, je suis dans la chambre, j'entends les éclats de voix dehors. Je sors, je demande à ma mère, qu'est-ce qu'il y a? Parce que bien avant, quand on était petit, elle voulait souvent se mesurer à ma mère, elle insultait ma mère et tout. Je suis sortie en catastrophe. Je demande qu'il y a quoi? Pourquoi il y a les éclats de voix ici? Ma mère dit, oh, c'est ta soeur qui m'insulte. C'est ta soeur qui dit qu'elle va porter main sur moi. Je lui ai dit, non, attends. Tu as mené la vie dure à ma maman. Ah, ça ne va plus se passer comme ça. Ça ne peut plus. Et puis moi, c'est-à-dire, je lui ai dit, si tu tentes encore d'insulter ma maman, je vais te battre. On va se battre. Je rêve de ça depuis. Je vais te battre. On va bien se battre. Donc, n'essaie plus jamais, au grand jamais, d'insulter ma maman, à ma présence en tout cas. C'est comme ça qu'elle dit, ok. Ok, tu vas voir. Tu vas voir ce que je vais te faire. Bref, mon père lui demande de partir. Elle me dit, tu vas voir. Elle me regarde dans les yeux. Elle me dit, tu vas voir. Moi, naturellement, je dis, ok. Ah, c'est comme ça qu'elle part. Moi, je reste naturellement. Alors, une nuit, voilà là où tout commence. Une nuit,
j'ai envie de faire pipi, je vais aller aux toilettes, je descends. Parce que bon, c'était les lits superposés, les lits en étage là. Je dormais en haut. Je descends. Alors je descends. Je sens comme si quelque chose m'a piqué. Bon, je ne connais pas la morsure d'un serpent, mais je me dis que c'était comme la morsure d'un serpent. Ça m'a piqué, mais directement, c'était tellement fort que c'était comme si c'était lié à mon cerveau, à mon cœur. Ça m'a piqué au pied. Je dis, mais j'allume, je ne vois rien. Parce que c'était dans le noir. Les gens dormaient, c'était dans la chambre. Je ne vois rien. Je guette sous le lit. Je dis, mais qu'est-ce qui m'a piqué comme ça? Je ne vois rien. Je vais naturellement aux toilettes. Je fais ce que je voulais faire. Je rentre me coucher. Mais jusque-là, le pied, ça ne va pas. Je me couche, je m'endors. Le matin, je me sens déjà en incapacité de descendre, de marcher. Et puis, je me sens déjà lourde. Moi qui suis sportive, moi qui suis vivante et tout, j'étais déjà faible. Je me sentais un peu faible. Alors, le matin, ma maman me demande de l'accompagner au marché. Elle me dit, écoute... Bon, pas à l'époque, c'est pas trop, c'était les choses de 2008, mais dans mon quartier, ma mère voulait se vanter que, parce que avant, j'étais vraiment très sexy, et puis les étudiantes, tu vois, donc ma mère voulait un peu se vanter avec moi et tout, que sa fille, sa fille qui sort de l'université est là et tout. Donc, elle voulait un peu marcher à mon quartier, au marché, pour se vanter et tout. Donc, je lui dis, maman, je ne peux pas t'accompagner au marché. Elle dit, pourquoi? Tu es arrivée et tout. Je veux aussi marcher avec toi. Et je veux aussi, comme on voit aussi que j'ai une grande fille qui a le bac et tout. Je lui dis, je ne me sens pas bien, honnêtement. Elle me dit, non, il faut qu'on aille et tout. Moi, je n'aime pas ça. Tu arrives ici, tu ne peux même pas m'aider à aller au marché, à aller porter mes sacs et tout. Je dis, hey. Il dit, ok, allons. On va, j'ai de la peine à marcher. Ma mère dit, en tout cas, je sais que tu ne veux pas marcher avec moi, tu ne veux pas aller m'aider à porter les sacs au marché. J'ai dit, non, je ne me sens pas bien. Il y a quelque chose qui m'a piqué dans la nuit. Je ne sais pas, peut-être c'est ça qui me dérange. Elle me dit, jamais, ça sont les histoires. C'est parce que toi, tu trouves mieux d'aller boire le vin, d'aller faire la fête avec tes amis, que de rester avec ta maman, d'accompagner ta maman au marché et tout. Je dis, non, ce n'est pas ça. Je ne me sens pas bien. Ok. Elle ne comprend pas. C'est comme ça que je marche, je m'assois en route. Elle dit, Kiki. Elle me dit que pardon. Prends ta moto, tu rentres à la maison. Prends la moto, tu rentres. Parce que là, vraiment, tu es en train de m'énerver. Va, prends ta moto, tu rentres. Vous connaissez les mamans Betty. Enfin, pour ceux qui sont camerounais. Parce que je suis Betty. C'est comme ça que je rentre à la maison. Naturellement, je vais me coucher. Parce que j'avais déjà des sueurs froides. Et mon pied était... franchement lourd. Je ne comprenais pas. Mon pied était lourd. Et puis j'avais des sueurs froides. J'avais un peu des vertiges. Ma bouche commençait à être amère. J'étais mal, quoi. Mais je ne savais pas. Je ne comprenais rien. C'est comme ça que je m'assois au salon. Avant d'aller me coucher, je m'assois au salon. Je trouve mon père là. Il me dit, c'est quoi? Je lui dis, je me sens pas bien. Et tout, il y a quelque chose qui m'a piqué dans la nuit. Je ne sais pas si c'est ça qui me cause ça, mais il me dit, tu sais que tu as souvent un palu qui te dérange. C'est ça qui te dérange? Je dis, je ne sais pas, mais je ne me sens pas bien. Il me dit, ok, va te coucher. Je pars, je vais me coucher. Là, ce sont les histoires de peut-être 9 heures. Je pars me coucher. Comme je suis allée me coucher là, j'entre dans le coma. Bon, je peux dire que c'était le coma parce que j'ai dormi jusqu'à 13 heures. Sans bouger, sans me retourner, rien. Alors, moi étant donc couché, mon père demande, mais elle est où? Je vais donner un nom.
Je vais m'appeler qui là Francine. Mon père demande que, mais Francine est où depuis là? Ma mère dit que, c'est comme ça qu'elle est. Elle est habituée à la fête, non? Hein? Elle est habituée à la fête, donc elle trouve mieux de venir comme ça et ne rien faire, quoi. Elle trouve mieux d'aller se coucher parce qu'elle évite de faire les travaux, de m'aider dans les tâches ménagères et tout et tout. C'est ce qu'elle dit à mon père. Mon père dit non, c'est pas normal. Je la connais bien, je connais Francine. C'est pas comme ça qu'elle se comporte souvent. Elle a un problème parce qu'elle m'a dit tout à l'heure qu'elle ne se sentait pas. Mais ma mère dit, car ce sont les histoires et tout et tout. Je l'ai amenée au marché. Elle s'assied partout. Mon père dit, bon. Mais il dit, non, ça veut dire qu'il y a un problème. Il m'appelle, Francine. D'habitude, bon, quand mon père m'appelle, je réponds. Mais je ne réponds pas. Là, moi, je suis inconsciente. Hein. Donc, c'est comme ça qu'il vient dans mon père qui n'entrait pas dans notre chambre parce qu'il a que fait des filles. Il a eu juste un garçon. Donc, il avait la vie des blancs là, lui n'entrait pas. Donc, il toque. Alors, il appelle, je ne réponds pas. Alors, il se sent obligé d'ouvrir la porte. Il ouvre la porte, il entre. Il me trouve là, inconsciente. Quand il m'appelle, j'entends. Mais je suis déjà dans un autre monde. C'est-à-dire, je suis dans un noir absolu. Je ne peux rien dire, je ne peux pas bouger. Mais j'entends les voix. Il dit, mais attends, elle ne répond pas. Ma mère dit, ok, on l'amène. Pardon. Et il dit rapidement à ma mère, prends les clés de la voiture. Pardon. Ma fille ne répond plus et tout et tout. Il se met à gronder ma mère. Ma mère dit non, amenons-la à l'hôpital. Mon père dit non, ça c'est pas l'hôpital. Ça c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais l'amener chez un ami. Ma mère dit non, toi avec tes histoires de marabout là, moi il ne veut pas. Il dit non, c'est pas... Mon père dit, non, ce n'est même pas le moment de me parler. C'est-à-dire, ne m'embrouille pas. Ne me casse pas les oreilles, quoi. Je t'ai dit que, surtout que j'étais d'abord son premier enfant à avoir le bac. Mon père, oh Dieu, mon amour de père, père à son âme. C'est comme ça que, c'est mon père qui m'a sauvée. C'est que je serais morte. Parce que s'il m'amenait à l'hôpital, je mourrais. C'est comme ça qu'on me transporte. Je suis comme ça dans les VAPS. J'entends tout, mais je ne peux rien dire. Il m'amène. Il me met dans la voiture. Je ne peux pas oublier. On me met. Toutes mes petites sœurs sortent, ma grande sœur sort. Tout le monde crie à quoi? Parce que mes sœurs m'aimaient tellement. Pas qu'elles m'aimaient, mais elles m'aiment tellement. On s'aime tellement. Donc, tout le monde était dépassé. Mais que je suis venue et tout, surtout que je leur ai dit qu'on va faire la fête, comme je viens et tout et tout. Ils disent que mais Francine a quoi? J'allais dire mon prénom. Francine a quoi et tout. C'est comme ça que mon père me met dans la voiture rapidement. Je pense que... Ouais, ma maman n'est pas partie. Ma mère a dit qu'elle va voir... elle va rapidement à l'hôpital. Parce qu'elle ne croit pas en ces choses-là. Parce que ma maman, elle ne croit pas en ça. Hein. Elle a dit qu'elle va à l'hôpital. Elle va expliquer qu'on va lui donner ce qu'il faut. Elle va retrouver mon père. Donc c'est comme ça que mon père m'amène chez son ami. On arrive. Je suis dans la voiture, j'entends tout. J'entends comment il va vite. J'entends les klaxons. Il va vite, on arrive. On me couche. J'entends aussi comment mon père dit à son ami, sauve ma fille. S'il te plaît, sauve. Ne me dis, je veux même pas entendre, fais quelque chose. Son ami dit que calme-toi. Il regarde, il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé et tout.
Il lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Mon père dit, je ne sais pas. Elle dit elle m'a expliqué quelque chose le matin, comme quoi il y a quelque chose qui l'a piqué et tout. Je ne sais pas, je peux... Juste après, elle allait se coucher et voilà et tout. Son ami tape les trucs, il fait les trucs, il prend les trucs là, les courriers et tout, les espèces de trucs là. Il se met à faire la vision et tout. Il dit à mon père, tu as eu beaucoup de chance. Pardon. Tu as eu beaucoup de chance parce que elle est déjà à 2 doigts de partir. C'est un poison violent. Et effectivement, il y a quelque chose qui l'a piqué. C'est une araignée mystique qu'on retrouve seulement au Nigeria. Mon père essaie d'abord comme ça. Et comme il sait que je suis quelqu'un qui... Je ne suis pas stable, quoi. Je suis comme... J'aime la fête, j'aime et tout. Alors, il est perdu. Il demande qu'elle est partie. Donc, tout ça, j'entendais. Tu vois. Il se demande, elle est partie au Nigeria à quel moment? Waouh! Et tout. Il commence à dire, les enfants de maintenant, elle allait... Il dit, non, c'est pas ça. Il dit, je vais vous dire. Mais laisse-moi d'abord la traiter parce que c'est une question de temps, quoi. Il a commencé à scarifier, faire des scarifications sur mon pied et tout. C'est comme ça que il commence, comme il fait des scarifications. Non, il ne travaillait pas sur mon pied. Il travaillait sur quelque chose d'autre. Mais c'était comme si c'était lié à mon pied. Donc quand il coupait sur l'objet qu'il avait, je ne sais plus trop, ça se coupait aussi sur mon pied. Comme il faisait les scarifications sur une espèce de... C'était comme une pierre. C'est aussi comme ça que je ressentais et je revenais à manger, j'ai commencé à ressentir mon corps, quoi. C'est comme ça qu'il dit à mon père que c'est bon. Il me fait boire quelque chose. Il dit à mon père que ça va aller. Elle va revenir petit à petit, mais elle est sortie déjà du trou dans lequel elle était. Parce qu'elle était dans un trou. Elle va ressortir. Il dit à mon père, viens. Il se met dehors. Mais jusque-là, j'entends, parce que c'était un monsieur qui avait quand même là une voix grave. Donc j'entendais. Mais mon père aussi avait une voix grave, donc j'entendais. Il dit à mon père que c'est une histoire de famille. Tu veux vraiment que je te dise qui a fait ça? Mon père dit que non. Là où je suis là, j'aime trop ma fille ici. Donc même si tu dois même tuer la personne, parce que là, c'est quand même... Il dit à mon père que non. C'est une histoire de famille. Ça va. Tu n'as pas besoin de faire du mal à la personne qui lui a fait ça. C'est une histoire de famille. Mon père lui dit une histoire de famille, c'est-à-dire... Il dit, je vois, tu as une fille. Tu as une fille. Tu l'as eue avant. Pas avec ta femme. Tu l'as eue avant, je vois ta fille. Mon père cherche dans sa tête parce qu'il a eu beaucoup d'enfants en dehors, quoi. Avec d'autres femmes que ma maman. Il cherche dans sa tête et tout. Il dit, je me retrouve pas. Il dit, parce qu'il pouvait pas imaginer que c'est ma soeur consanguine là. J'ai donné le nom, j'ai oublié le nom. Je sais pas si j'ai donné ou pas, mais bon. Il lui dit, elle était là il y a 2 jours. Je vois là, elle vit à Douala, mais elle est en couple avec un Nigérian. Elle était au Nigeria récemment, c'est là-bas qu'elle a pris ça. C'est là où mon père dit, ah! Il se rappelle le nom de ma soeur, il dit Massa. Il dit, mais oui, je vois. Il dit, oui, c'est net elle. C'est elle qui a laissé l'araignée mystique dans les toilettes. Donc, l'araignée la vit dans les toilettes et ça sort dans la nuit et ça a une personne spécifique que ça cherche. C'était ta fille. C'était destiné à ta fille. Il reste comme ça là. C'est comme ça que mon père Wanda seulement, il est dépassé, mais... Bref, je sors de là. Je m'en sors. Par la grâce de Dieu. Je dis aussi par la grâce de Dieu et tout.
Donc, je m'en sors, mais je m'en sors de là avec un pied très, très noir. J'ai dit extrêmement, vous voyez une fille qui est très claire de peau avec un pied noir. J'ai dit noir. Et qui a des... La peau est un peu froissée, un peu... C'était comme la peau d'une grand-mère, quoi. J'ai dit. Mais Dieu merci, il m'a donné des médicaments. Je suis allée... j'ai suivi le traitement. Je demandais tout le temps à mon père. Et mon père... Je demandais tout le temps à mon père, est-ce que mon pied va revenir? Est-ce que je vais encore avoir mes beaux pieds? Est-ce que mon pied va revenir à la normale? Il me disait que oui, ça va aller. Alors, je suis rentrée à l'université, je boitais à peine, je ne marchais pas bien. J'étais déjà presque infirme. Il m'appelait tout le temps. Ça me fait mal. Mon père, il m'appelait tout le temps. Ça va, ton pied, ça va mieux. Je vous jure. Je me souviens encore quand je suis rentrée à l'université. C'est juste une parenthèse. Il y avait un monsieur qui avait les intentions de m'épouser et tout. J'étais jeune, hein. J'avais peut-être 19 ans. Lui, il avait la trentaine. Il disait qu'il veut m'épouser et tout. Alors, le jour qu'il devait venir me voir à l'université, dans ma chambre, pardon, je suis sortie et j'avais le pied noir. Le gars a fui. Il a fui parce qu'il n'a même pas... Il m'a demandé, mais quoi, c'est quoi ce pied-là? J'ai voulu lui expliquer, mais il n'a pas compris, il a fui. Mais bref, bon. Je me suis remise. Les choses sont revenues à la normale. Je me suis en sortie. Donc, c'est la fin de mon histoire. Je ne sais pas si j'ai été longue, mais c'est ce que j'ai vécu, c'est mon vécu. Je n'ai jamais oublié parce que c'était je peux dire, les dernières actions que mon père a fait dans ma vie parce qu'après, il est décédé. Donc, c'est une histoire que je garde tout au fond de moi. Et c'est-à-dire, ça m'a tellement traumatisée que j'ai des filles, j'ai 3 filles. Je leur apprends l'amour entre elles parce que vous ne pouvez pas imaginer quand la jalousie s'installe entre les sœurs. Parce que pour moi, 10 sœurs consanguines, c'est ma sœur. C'est ma sœur. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas là où elle est. Elle me déteste à mort. Bref, merci DMG. J'espère que tu vas apprécier mon histoire. J'espère que l'auditoire va apprécier mon histoire. Sur ce, je vais vous demander de partager, liker. Je ne sais pas si c'est ça qu'on dit, hein. Partager, oui, c'est ce qu'on dit souvent. Partager, liker. Et on se retrouve très, très bientôt. Je reviendrai pour d'autres histoires. Je ne sais pas si mon histoire sera appréciée, mais bon, je reviendrai pour d'autres histoires. J'ai beaucoup d'histoires. Merci et à bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Bonsoir DMJ. Je sais que je vous fais la note assez tard, mais j'espère que justement cette note édifiera un maximum de personnes. Alors l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de quelqu'un, mais c'est une histoire très importante parce que je souhaite en fait vous la raconter car justement elle édifiera un certain nombre de personnes.
Cette histoire porte sur les maris de nuit et les femmes de nuit. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vivait seule. Donc, cette jeune femme-là disait souvent, ah, si j'avais un mari, ah, si j'avais quelqu'un, ma vie devait être mieux. Et voilà que toutes les choses en fait que la dame souhaitait qu'elle se réalise se manifestaient. Ça veut dire si elle avait envie d'avoir un plat, elle retrouvait un plat sur la table sans pour autant se soucier de la provenance. Parfois la nuit quand elle dormait seule et que justement sa libido montait, elle ressentait en fait comme la présence de quelqu'un, donc des rapports sexuels et tout, sans prêter vraiment attention à ce qui se passait. Donc elle se disait, bon, c'était juste des rêves érotiques. Maintenant, avec le temps, puisqu'elle mangeait la nourriture et qu'elle justement avait ces rapports, c'est devenu comme en fait une routine pour elle. Une routine pour elle parce qu'elle se disait que c'était quelque chose d'abstrait. Et lorsque justement elle avait du temps, elle s'adonnait à certaines pratiques. Donc ces choses-là en favorisant en fait la présence de ces maris de nuit et femmes de nuit. Donc ces maris de nuit, ce mari de nuit-là en fait s'est manifesté physiquement. Maintenant comme une personne en fait qu'elle a rencontrée dans la ville. Et le mari de nuit en question est venu en fait élire domicile, sans pour autant se présenter comme étant un mari de nuit ou une femme de nuit. Maintenant, avec le temps, la personne en fait, quand elle finit son travail, quand elle rentre, le mari de nuit est déjà à la maison, installé et tout. Donc les gens se disent que c'est même une personne, alors que ça ne l'est pas. C'est pas réellement une personne parce que la personne, le mari de nuit, n'apparaît en fait qu'à partir d'une certaine heure et elle a l'impression en fait de bien connaître en fait ce mari de nuit là. Donc un jour, étant seule dans sa chambre, elle a été victime en fait d'abus sexuels et tout. Et juste après, quand elle est repartie en fait sur son lieu de travail, quand elle a essayé d'expliquer l'histoire en fait comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait vécu cette histoire, on lui a expliqué en fait que ce n'était pas du tout normal, qu'il faut briser les liens, qu'il faut arrêter de manger la nourriture en fait de cette personne-là et de dire en fait qu'elle ne peut pas se marier avec quelqu'un qui est dans l'autre monde. C'est ça. Et donc donc en rentrant, elle a décidé en fait de ne plus manger les plats en question. Et elle a brisé en fait tout lien avec cet esprit-là. Sauf que l'esprit a commencé à se fâcher et a commencé à réagir vraiment violemment. L'esprit a commencé à la poursuivre physiquement pour l'attaquer. Et c'est quand elle a commencé à prier, elle a cassé les assiettes et tout, quand elle rentre dans sa maison, que l'esprit en fait n'avait plus accès à sa maison. Et l'esprit n'est même pas venu seul, l'esprit venait maintenant comme avec des personnes qui sont comme des membres de sa famille pour essayer de revendiquer en fait le foyer en question. Et c'est quand la personne dit non, cette maison c'est la mienne, tu n'as plus aucune place. Donc l'esprit expliquait même à ses frères et sœurs qu'il n'avait plus accès parce que les éléments en fait qui
Donc, que ce soit les plats étaient cassés, tout ce qui faisait en sorte en fait que sa présence puisse être dans la maison était anéanti. Donc, l'esprit en question n'arrivait plus à rentrer dans la maison. Et cette personne-là a dû justement arrêter de rester seule pendant un long moment et a commencé à prier longtemps. Donc, cette histoire, en fait, c'est pour dire que pour toutes les personnes qui sont seules, en fait, évitez de vous exclamer en disant si j'avais une femme ou si j'avais un mari. Parce que vous ne connaissez pas, en fait, les esprits qui écoutent ce que vous voulez dire, en fait. Ces esprits-là peuvent se manifester et tisser des liens avec vous. Donc, faites attention. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, l'histoire que je vais relater ici, c'est l'histoire de ma grand-mère. Il faut préciser que mon grand-père avait 3 femmes. Et celle dont je vais parler, c'est l'une des femmes de mon grand-père. Il faut dire que des 3 femmes de mon grand-père, celle dont je parle d'elle, elle est beaucoup capricieuse. Elle ne respecte personne, elle est effrontée. Elle fait tout le temps des histoires avec ses rivales. Tout le temps en train d'insulter les gens au village. Tout ce qui est mauvais, c'est elle. Donc du coup, elle avait tellement un sale caractère que les gens du village se méfiaient beaucoup parce qu'elle aimait insulter les gens, se bagarrer n'importe comment. Un jour, il y a 2 jeunes du village voisin qui sont allés dans le bois sacré pour aller chercher des médicaments, les envoûtements et autres. En tout cas, pas pour faire de bonnes choses. C'était des médicaments bizarres pour faire du mal aux gens. Et vous savez que dans les villages, les gens se lèvent tôt le matin. Les gens se lèvent tôt le matin pour balayer la cour. Et cette grand-mère dont je parle, elle s'est levée aux environs de 5 heures pour balayer la cour, allumer le feu. Et les 2 jeunes ont quitté la brousse. Quand ils traversaient notre village pour aller chez eux, ils ont trouvé ma grand-mère. Ils disent, ah, voici une grand-mère, voici une maman qui est là. Ça tombe bien, on allait prendre le médicament. Elle sera la première personne sur qui on va essayer pour voir si le médicament marche vraiment. Et c'est comme ça qu'ils ont lancé le sort à ma grand-mère. Quand ils ont lancé le sort, ceux qui étaient au village disent que aux environs des 10 heures, s'est plaignaient, dit qu'elle avait mal à la gorge. Les gens ont cru que c'était des angines, ils ont donné des médicaments, mais ça n'allait pas. Jusqu'au soir, la gorge de ma grand-mère enflait comme un cobra. Le cou est devenu gros, on avait l'impression que c'était un début de goitre, mais c'est pas ça, le cou était carrément enflé. Du coup, elle n'arrivait pas à boire, elle n'arrivait pas à manger. Les gens disent, mais c'est quelle maladie qui commence le matin et puis jusqu'au soir, on ne reconnaît plus la personne. Parce qu'au fur et à mesure que le cou gonflait, la tête gonflait. Elle était enflée par la tête, au fait. Jusqu'au lendemain, elle avait la langue pendue. La langue était sortie comme une cravate. Je vous assure, ceux qui sont allés la voir disent que la langue sautait jusqu'au niveau de sa poitrine. On essayait de faire des médicaments traditionnels pour remettre la langue dedans, mais c'est impossible. Ça pouvait pas, la langue ne pouvait pas rentrer du coup. Je suis en Côte d'Ivoire, donc ils ont appelé ces enfants qui sont mes oncles et mes petits papas là, qui sont à Abidjan pour venir voir les mamans que ça ne va pas, tout. Donc il y a l'un de ses fils qui est arrivé, il a pris sa maman comme ça là, pour aller dans un autre village. Et ils sont allés consulter, on dit donc au fait c'est quelqu'un, elle n'a pas un bon caractère au fait. Donc le médicament, les gens essayent sur elle que si elle était une personne qui était une bonne personne, qui avait un bon cœur, le médicament n'allait pas la prendre. Mais quelqu'un l'insolente, elle fait du mal aux gens, elle insulte les gens, elle est vulgaire, elle passe son temps de les bagarrer, fait des disputes avec ses rivales. Ce que ça cause son comportement que le médicament a pris. Donc, à ce moment où la langue est sortie, tout, on ne peut plus rien faire, qu'elle va mourir. Et effectivement, je pense 2 jours après, elle est décédée. Et je pense que la morale de cette histoire, c'est le respect, la considération. Quand vous êtes dans un entourage, dans votre entourage, prenez la peine de respecter les gens.
de considérer les gens, arrêter d'insulter, de bagarrer, de faire des provocations. Ça emmène au problème. Ma grand-mère, par exemple, si elle avait un bon cœur, si elle n'avait pas ce sale comportement aujourd'hui, je pense qu'elle serait en vie parce qu'elle n'était pas aussi vieille que ça. Et c'est un peu la morale de cette histoire. Merci. Je pense que j'aurai encore le temps d'envoyer d'autres histoires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimais la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout priez avant de dormir.